l'honneur d'inaugurer cette première journée dédiée à la recherche, ou plutôt devrais-je dire aux recherches de notre institut éclectique et pluridisciplinaire, et donc d'aborder avec vous l'archéologie des cultes domestiques romains, une étude des statuettes en bronze de divinités d'origine égyptienne. Alors, derrière ce titre, je souhaitais mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler les trois composantes de mon objet de recherche. La première concerne un phénomène majeur dans l'histoire des religions antiques, que l'on nomme aujourd'hui la diffusion des cultes d'origine égyptienne ou cultes isiaques dans le monde romain, plutôt dans le monde gréco-romain. Le terme isiaque fait référence à une série de divinités, une famille, au sein de laquelle la déesse Isis occupe une place de protagoniste, accompagnée par son époux Sérapis, leur fils Harpocrate et d'autres divinités, en particulier Apis et Anubis. Alors cette famille égyptienne a été repensée, ou plutôt on pourrait dire recomposée, au moment de l'arrivée des Grecs en Égypte, au IVe siècle avant notre ère. Elle s'est ensuite exportée dans le bassin méditerranéen, ensuite vers la péninsule italienne, et plus largement à l'époque impériale romaine, dans pratiquement toutes les provinces de l'Empire. Donc ce vaste phénomène est documenté par une pléthore de traces, de témoignages, qu'il s'agisse de textes des auteurs anciens, grecs et latins, qu'il s'agisse d'inscriptions, grecques et latines aussi, qu'il s'agisse d'objets, statues, statuettes, reliefs, dans différents matériaux, sur différents supports, qu'il s'agisse également d'éléments bâtis, que ce soit des temples, des sanctuaires, des chapelles, dans différents contextes, différents endroits. Et parmi tout ce corpus, moi je travaille, et c'est là la deuxième composante de mon objet de recherche, sur la petite statuaire en bronze d'époque romaine, pour laquelle on n'a pas d'étude globale. Certes, il existe des répertoires, des classements publiés dans des articles, et donc il y avait en quelque sorte un manque pour des objets que l'on a retrouvés dans différents contextes, celui notamment associé au temple, au mobilier funéraire, ou retrouvé également dans des cachettes de bronze un peu partout dans l'Empire. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est là une des fonctions principales de ces objets, c'est leur fonction domestique. On les a retrouvés en effet majoritairement associés à des espaces qu'on appelle des larraires au sein des maisons romaines. Et c'est là la troisième composante de mon sujet de recherche, les cultes domestiques. Car à l'époque romaine, la maison est placée en premier lieu sous la protection de Dieu de la famille, de Dieu protecteur du foyer, les lards, le génie et d'autres divinités qui étaient laissées au choix du maître de maison, du chef de famille. Et parmi ces dieux, on retrouve ces divinités d'origine égyptienne, ce qui est étonnant et qui pose question, parce que si on sait que ces cultes domestiques romains sont comme une structure anthropologique qui s'appuie sur une tradition, eh bien on peut se poser la question pourquoi ces divinités ont été intégrées au sein des panthéons familiaux. Et alors les traces archéologiques que l'on a pour ces cultes domestiques, ce sont d'un point de vue archéologique des traces matérielles, donc des larraires qui peuvent se présenter sous la forme de petits temples, petites chapelles, et l'autre trace majeure, ce sont donc ces statuettes en bronze. Et donc méthodologiquement, ce que j'ai fait, c'est que je suis d'abord parti sur la conception d'une vaste base de données dans laquelle j'ai intégré les documents connus à partir de répertoires, de catalogues qui sont très diversifiés en fait, puisqu'ils peuvent concerner par exemple les bronzes romains d'un pays moderne, bronzes romains d'Autriche, de Suisse, d'Allemagne. Ils peuvent concerner des provinces antiques, bronze des Gaules par exemple, ou des sites. Et donc rapidement, et ça c'est fondamental en archéologie, je me suis ensuite déplacé sur le terrain, parce que ces catalogues sont parfois incomplets, erronés, avec des mauvaises photos, où on a parfois des manques d'informations quant aux dimensions, etc. Et en commençant par une sélection de sites les plus prometteurs, ou du moins ceux qui ont fourni le plus de documentation. Donc j'ai commencé par l'ère vésuvienne, les sites de Pompéi et d'Herculanum. Là on a trouvé ces statuettes in situ, en place. Et donc là on peut aller très loin dans l'analyse, puisqu'on peut étudier même la composition même des larraires, voir quelles sont les divinités principales par rapport à d'autres.
Et donc ça, et alors j'ai poursuivi bien évidemment mes investigations de terrain en me rendant en fait là où les données archéologiques me conduisent, dans le nord de l'Italie, à Turin, en France, en allant voir les grandes collections des musées également, parce que bien sûr à côté de ces objets contextualisés et localisables sur une carte, donc ici j'ai extrait une des cartes, bon, ça rend pas très bien, mais je vous invite à voir le poster pour avoir un meilleur rendu. Donc il n'y a pas uniquement des objets localisables sur une carte, il y a aussi toute une série de pièces inédites, qu'il s'agisse de pièces de collection, muséales, privées, ou également sur le marché de l'art, vous pouvez sans problème vous procurer ce type d'objet. Et donc à partir de cette base de données, qui contient plusieurs critères, donc la provenance, l'iconographie, les dimensions, etc., et bien je procède à des analyses quantitatives, donc c'est ce qui est repris dans le petit tableau ici, donc de vérifier par région, par contexte, le nombre de ces statuettes, mais également de comprendre comment s'est diffusé ce cercle de divinités. J'ai dit tout à l'heure que ce cercle était repensé, recomposé en grec et encore ensuite adopté à l'époque romaine. En fait, le noyau de base, il est égyptien, c'est la triade, c'est Isis, Osiris, Horus, avec d'autres divinités. Mais à partir de l'époque grecque et romaine, Osiris est remplacé par Sérapis, Horus est remplacé par Harpocrate. Pourtant, on a quand même beaucoup de témoignages qui nous montrent l'Osiris égyptien et qui se diffusent dans pratiquement toutes les provinces. Ce qui est étonnant, parce que ça nous montre qu'on va quand même rechercher des images de ces dieux tels qu'ils ont toujours été représentés depuis des siècles, voire des millénaires en Égypte. Et c'est pareil pour Isis. On a aussi bien des représentations de traditions pharaoniques où elle tient donc l'enfant russe, et on a des images comme celle-ci, où c'est une déesse tout à fait hellénisée, qui tient les attributs d'une Tuké, d'une Aphrodite ou d'autres déesses. Donc là, c'est une autre dimension de mon sujet, c'est aussi de comprendre comment s'est passée cette série de processus d'association, d'assimilation de dieux dits nouveaux, qui vont se présenter en fait sous des visages tout à fait particuliers. C'est ce que j'ai voulu montrer avec ces quatre exemples, où, donc j'ai déjà évoqué cette grande statuette, aussi pour montrer la diversité, parce qu'on a des objets de petite dimension, d'autres qui atteignent 50-60 cm de hauteur, qui sont de véritables œuvres d'art avec des incrustations en or et en argent, et des petits objets standardisés, donc des modules que l'on reproduit à l'aide de moules et qui circulent beaucoup plus rapidement. Et que nous montrent ces objets? Ils nous montrent des dieux qui, ici on reconnaît Harpocrate avec le geste du doigt placé sur la bouche, qui est hérité bien sûr de l'iconographie égyptienne, mais qui peut avoir le carquois et les ailes d'un Eros. Anubis, qui a gardé sa tête de dieu chacal, qui est drapé à la romaine, peut tenir les attributs d'Hermès. Et donc, il y a bien sûr une analyse aussi de l'image, une analyse iconographique. Et alors donc pour terminer, les enjeux de ces recherches sont multiples. D'une part, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre mieux le fonctionnement des cultes domestiques à l'époque romaine, mais également de comprendre ces processus de diffusion, intégration, réception, appropriation de ces divinités dans différents contextes. Et ce qu'il y a derrière, et c'est là une question fondamentale en archéologie, c'est de, au final, approcher trois catégories importantes que sont les commanditaires de ces objets, ceux qui les ont utilisés, ceux qui les ont transportés, ceux qui les ont façonnés. Donc les commanditaires, les ateliers, les artisans et les dévots. Et c'est ça le but aussi de cette enquête, c'est de passer de la base de données à la mise en série de ces objets, à une compréhension de la distribution géographique, et ensuite, bien évidemment, à placer ça dans un cadre chronologique à partir de points de repère bien établis. Et donc derrière ça, il y a vraiment une volonté de comprendre la religion romaine, en fin de compte, telle qu'elle s'exprime dans le cadre domestique. Je vous remercie de votre attention.